Catherine Claire, souvent appelée Cassie, a gagné ses galons au club lors de son premier vol de nuit en tant qu'hôtesse de l'air. La destination était Paris, aéroport Charles de Gaulle. Le Boeing 777 affichait complet. Il était 1h du matin, heure de Chicago, et la majorité des passagers dormaient déjà lorsqu'un steward a demandé à Cassie de le rejoindre dans les toilettes arrière. C'était la première fois qu'elle avait une aventure intime avec quelqu'un d'autre que son mari. Elle a vécu une expérience totalement inédite, différente de ce à quoi elle était habituée, qui a profondément affecté son corps et son esprit. Elle avait hâte de la revivre. On pourrait dire que ce récit commence par une chaude journée d'août dans le centre-sud de l'Illinois. Catherine Claire Morrison a grandi dans une ferme laitière située à environ 3 heures au sud-ouest de Chicago, cette métropole effervescente. Son éducation était des plus rurales, des plus classiques. Ses tâches quotidiennes consistaient à aider son père à traire 60 vaches avant l'école, puis à nouveau tous les soirs, un engagement tenu tout au long de l'année, quelles que soient les conditions météorologiques. Même le jour de Noël n'était pas un jour de repos. Les Williamson possédaient une ferme à environ 30 km sur l'autoroute. Ils cultivaient 200 hectares de maïs et de soja et élevaient également un modeste troupeau de vaches Holstein. Pour ceux qui ne connaissent pas le paysage rural, les Holstein sont la variété à taches noires et blanches. Leur fils unique, Matthew, n'était pas non plus étranger à la routine de la traite. Cependant, ses parents lui accordaient une légère indulgence compte tenu de son rôle de quart arrière titulaire de l'équipe de football du lycée. Allez, les rebelles! Ils se sont croisés à la foire du comté. Tous deux sont entrés dans l'étable à veau vers 16h et se sont retrouvés côte à côte dans le pavillon laitier. Dès que Matt a posé les yeux sur Cassie, il a eu l'impression d'être électrisé. Le pauvre jeune homme avait du mal à articuler un seul mot. À son grand bonheur, il a découvert que la jeune femme, elle aussi, semblait muette. Ils ont passé un long moment à se regarder, inconscients de ce qui les entourait. Quelques semaines plus tard, leur dernière année scolaire allait commencer et, comme beaucoup d'adolescents de leur âge, ils étaient autorisés à passer la nuit dans l'étable avec leurs animaux. Ils ont profité de l'obscurité pour s'éclipser en toute intimité, loin de leurs compagnons bovins. Au lever du jour, leur amitié s'était transformée en quelque chose de plus profond. Ils se sont offerts volontiers leur virginité. Le lendemain soir, Matt a demandé Cassie en mariage, en glissant à son doigt une véritable bague en or pur 24 carats, un prix qu'il avait gagné à un stand de la foire. Pendant le temps qu'ils leur restaient ensemble, ils se sont adonnés au plaisir de l'amour aussi souvent que possible et ont imaginé leur vie future après le lycée. Matt était originaire de Central, tandis que Cassie fréquentait leur école rivale principale, Lincoln. La vache de Matt, Soxy, nommée d'après son équipe de baseball préférée, n'a remporté aucun ruban. Il n'était pas inquiet pour autant, car il possédait son propre trésor. Au contraire, la vache de Cassie, Misty, a été couronnée meilleure du concours. Sa récompense pour avoir remporté le ruban bleu était un voyage de fin d'études à New York. Cassie est rentrée chez elle avec une expression qui suggérait qu'elle avait entrevu le paradis. Elle parlait sans cesse de toutes les merveilles qu'elle avait vues, du sommet de l'Empire State Building au système souterrain du métro en passant par une pièce de Broadway qui l'avait initiée aux arts. Après avoir offert à Matt un t-shirt commémoratif, Cassie a proclamé « Je vais devenir hôtesse de l'air et explorer le monde. On pourrait déménager à New York et voler gratuitement partout où tes rêves te mèneront. Je pourrais subvenir à nos besoins pendant que tu poursuis tes études universitaires. » Matt n'était pas tout à fait certain de la manière dont cela correspondait aux attentes de ses parents, à savoir qu'il hérite de la ferme familiale. L'année scolaire a progressé lentement, mais ils ont réussi à se rencontrer presque tous les week-ends. Lorsque l'hiver a cédé la place au printemps, l'ambition de Cassie de devenir hôtesse de l'air s'est ravivée. Elle a passé quelques coups de fil et a découvert que l'âge minimum requis était de seulement 18 ans. Selon la compagnie aérienne, cela signifiait qu'elle serait éligible à peine 3 mois après l'obtention de son diplôme. Une semaine après la fin des cours, Cassie et Matt ont persuadé leurs parents de les autoriser à se rendre à Chicago pour explorer les attractions. Elle n'avait pas encore parlé de son aspiration à voler. « Soyez prudents là-haut et assurez-vous de prendre le dernier train pour rentrer », a averti son père. « Je ne veux pas entendre dire que vous l'avez manqué et que vous avez fini par passer la nuit là-bas. » Cassie avait fait ses recherches à la bibliothèque de l'école et avait découvert que 2 compagnies aériennes établies, qui opéraient à l'échelle mondiale, pourraient envisager de l'embaucher. Leur première destination était United Airlines, où Cassie a été stupéfaite d'apprendre que les candidats devaient avoir au moins 19 ans. À leur arrêt suivant, American Airlines, l'âge minimum requis était fixé à 20 ans. La petite amie de Matt,
âgé de 18 ans, n'arrivait pas à surmonter les détails pointilleux des formulaires de candidature. Aucune des autres compagnies aériennes qu'ils avaient contactées ne sollicitait même de candidature. Dans sa tête, Matt célébrait déjà avec des saltos mentaux, mais à l'extérieur, ses lèvres esquissaient des mots rassurants. Déçu mais déterminé, Casey jura de retenter sa chance après son anniversaire. Ce n'est que quand Matt la convainquit de le rejoindre à l'université de l'Illinois qu'elle changea d'avis. On envisageait de lui offrir une bourse de football depuis le début de sa dernière année de lycée, ce qui lui assurait au moins une année d'études universitaires gratuites. Un an plus tard, jour pour jour, ils revinrent à Chicago, bien décidés à inonder les compagnies aériennes de demandes d'emploi. Mais cela s'avéra inutile. La compagnie qu'elle préférait l'embaucha sur le champ. Décrocher le poste fut bien plus simple que d'obtenir l'approbation de ses parents, qu'elle finit pourtant par convaincre. « Maman, papa, vous pourrez voler gratuitement vers n'importe quelle destination grâce à mes laissez-passer, leur proposa-t-elle. Qui s'occupera des vaches, demanda son père à voix haute. Casey termina sa formation et entama sa carrière comme hôtesse de l'air sur des vols intérieurs, effectuant la navette Chicago-Milwaukee 2 fois par jour, 5 jours par semaine, avec des week-ends de repos. Cela ne l'enthousiasmait guère, mais ne la décourageait pas non plus. Lorsque Casey finit par avoir plusieurs jours de congés consécutifs, Matt prit le train et s'aventura vers le nord. Elle l'accueillit à Union Station. De là, ils se rendirent directement à la mairie et comparurent devant un magistrat dans les 10 minutes qui suivirent. Matthew John Williams avait pris Catherine Claire pour épouse légitime. Ils savourèrent un dîner splendide et passèrent leur nuit de noces dans une chambre d'hôtel, consommant leur union. Bien qu'il n'ait pas l'âge légal pour boire, le concierge fit monter une bouteille de champagne offerte par l'établissement. La réalité les rattrapa alors. Le lundi, Matt devait annoncer à ses parents qu'il s'était marié et qu'il ne reviendrait pas à la maison. Ce fut une journée difficile. Casey vivait dans un petit appartement de 2 chambres près de l'aéroport avec 2 nouvelles collègues. Grâce à leurs emplois du temps différents, l'appartement ne donnait jamais l'impression d'être trop exigu. Néanmoins, il fallut un certain temps à Matt pour s'adapter à la vie avec une femme et 2 colocataires. Malgré leur charme, il ne succomba jamais à la tentation et considérait Kimmy et Joyce comme des sœurs. Matt perdit sa bourse de football lorsqu'il fut transféré à l'université de l'Illinois à Chicago et dut financer ses études avec des prêts étudiants. L'argent était rare, mais ils étaient amoureux. Ils établissaient des plans sur la façon dont ils allaient allouer le salaire de Matt une fois qu'il aurait obtenu son diplôme et décroché un bon emploi. La première fois que Casey vola vers Saint-Louis, elle offrit un laissez-passer à son mari. Il obtint le seul siège disponible à bord, un siège du milieu au fond de l'appareil, qui ne s'inclinait pas. Mais cela ne le dérangeait pas. Il partageait son temps entre la préparation de son examen d'économie et l'observation de sa radieuse épouse qui se déplaçait dans l'allée. Elle s'assurait qu'il soit bien nourri et hydraté avec des collations et des boissons. Ils avaient 2 heures entre les vols et s'offrirent un dîner coûteux à l'aéroport international Lambert. Matt eut de la chance et obtint même un siège côté couloir sur le vol de retour. Mieux encore, il obtint un A à l'examen. Les 6 mois suivants furent exceptionnels. Casey était à la maison au moins une nuit par semaine. Matt allait la chercher à la porte d'embarquement. C'était avant le 11 septembre, à l'époque où n'importe qui pouvait franchir les détecteurs de métaux pour accéder aux terminaux, et ils rentraient ensemble en métro. Les tensions sont apparues lorsque leurs 2 colocataires ont été mutés. Pire encore, la nouvelle base de Casey fut affectée à New York, le poste dont elle rêvait. La compagnie aérienne mit alors en place un gel des embauches, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas de nouvelles recrues nécessitant un logement. Par conséquent, Casey et Matt se retrouvèrent seuls responsables du paiement intégral du loyer. Les tentatives de Matt pour décrocher un emploi à temps partiel se révélèrent infructueuses. Pour compenser, Casey effectuait des vols supplémentaires, juste pour gérer les dépenses. Cela la laissait épuisée, et elle commença à éprouver du ressentiment lorsqu'elle rentrait à la maison et découvrait son mari plongé dans ses études. Leurs désaccords s'intensifièrent sur de nombreux détails insignifiants, dont aucun n'approchait l'intensité des disputes financières qui éclataient à chaque jour de paix. Ces conflits rendaient Casey particulièrement vulnérable. Contrairement à beaucoup de ses collègues, Steve Kaczmarski aimait voler avec les nouvelles recrues. Tirant parti de son ancienneté, il choisissait de travailler dans la cuisine arrière, ce qui lui donnait amplement le temps de se familiariser avec les nouveaux membres d'équipage, en particulier les femmes. Kaczmarski, un opportuniste expérimenté, remarqua Casey dès l'instant où elle entra dans la salle de briefing.
Il consulta la liste d'équipage et découvrit qu'ils allaient effectuer ensemble la navette de 6 heures du matin 20 fois ce mois-ci. C'était plus que suffisant pour lui pour inscrire une autre conquête à son tableau de chasse. Il se trouva que c'était la première fois que Casey volait sur un Airbus 319, ce qui l'angoissait. Jusque-là, elle n'avait volé que sur des Boeing 737. Heureusement, Kaczmarski était là pour la guider. Il entreprit rapidement de la courtiser. Après leur atterrissage à Washington, elle le serra dans ses bras, exprimant sa gratitude pour son aide. À la fin de leur voyage, il avait obtenu son numéro de téléphone portable. Dès leur deuxième vol ensemble, leurs messages sont passés de professionnels à profondément personnels. Les jours où il ne volait pas, il conversait au téléphone. Il recueillit quelques détails personnels à son sujet et commença à se présenter avec de petits cadeaux, comme ses biscuits préférés. Ses gestes étaient modestes mais significatifs, témoignant de son attention. Kaczmarski critiquait ouvertement le fait que le mari de Casey restait à la maison plongé dans ses livres pendant qu'elle travaillait sans relâche. Au cours des 3 semaines suivantes, il s'est obstinément positionné près d'elle. Chaque fois que Casey semblait incertaine, les chefs de cabine intervenaient, la tirant à part pour la mettre en garde. Voici un conseil, dans cette compagnie aérienne, il y a 2 types d'hommes, ceux qui couchent avec n'importe qui, et les hétéros qui font la même chose. Tu es une belle femme qui attire beaucoup l'attention. Fais attention à qui tu considères comme un ami. Casey rejeta ces avertissements, les attribuant à de la jalousie. De plus, elle avait l'impression de tout maîtriser. À la fin du mois, ils étaient pratiquement inséparables, et Casey commença à divulguer des détails intimes qui étaient censés être partagés exclusivement avec son mari. Cependant, Kaczmarski rencontra des obstacles pour conclure l'affaire, car Casey refusait de le rencontrer en dehors du travail. Les week-ends étaient trop précieux pour les passer loin de son mari, même si leurs moments ensemble étaient remplis de disputes. Tout bascula lorsque l'équipage informa Casey qu'elle avait été programmée pour un vol de nuit vers Paris, en France, coïncidant curieusement avec leur anniversaire de mariage. Matt voulait l'accompagner, mais le vol était complet. Ce serait la première nuit que les Williams passeraient séparés depuis leur mariage. Il a fallu des efforts considérables, des négociations et une manipulation pure et simple des horaires pour que Kaczmarski obtienne qu'une personne avec l'ancienneté limitée de Casey soit affectée à un vol direct pour Paris. Mais il y est parvenu, et il avait de grandes intentions, convaincu que Casey tomberait dans ses filets pendant leur escale. La veille de leur vol, un coursier livra un colis adressé à Casey. Elle supposa d'abord que cela venait de Matt, jusqu'à ce qu'elle remarque le mot. Quelque chose de beau pour quelqu'un de beau. Oh, 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 Steve. Casey rougit en ouvrant la délicate lingerie en dentelle. Elle appela immédiatement Steve. Je suis une femme mariée. Je ne peux pas accepter ça. C'est juste un cadeau d'anniversaire tardif. En plus, toutes les femmes en Europe portent ce genre de choses. Matt croyait que cela marquait leur premier anniversaire, et tous ses plans s'effondraient. Incapable de voler avec elle, il décida de surprendre Casey. Il dépensa le reste de ses économies d'urgence pour un collier en or orné d'un pendentif en diamant d'un quart de carat. C'était vraiment le sentiment qui comptait le plus. Pendant que Casey terminait de se maquiller, Matt alla cacher le cadeau dans sa valise à roulettes. Cependant, en ouvrant le sac, il eut un choc inattendu. Posée soigneusement sur le dessus pour éviter les plis se trouvait la petite robe noire qu'il avait achetée dans un magasin de revente pour commémorer leur anniversaire. De toute évidence, elle avait également fait des achats de lingerie, car il ne reconnaissait pas la délicate nuisette en dentelle. Il y avait 2 paquets de bas nylon. L'un était encore scellé, tandis que l'autre était vide. Elle doit porter cela sous son uniforme, supposa-t-il. Matt fouilla dans le contenu du sac et découvrit une boîte de contraceptifs non ouverte rangée dans l'une des poches. Luttant pour contrôler sa rage, il déchira la boîte. Méthodiquement, il déballa chaque sachet en aluminium, déroula le latex et les arrangea sur le dessus de la robe noire. Le lubrifiant agissait comme un adhésif, le genre qui signifie la fin d'un mariage. Il froissa la boîte et la repoussa, avec les emballages vides, dans la valise. C'est alors qu'il aperçut le mot. Réalisant que c'était fini, il écrasa violemment le collier en or et le pendentif en diamant magnifiquement emballé, l'aplatissant sous sa chaussure avant de jeter le cadeau endommagé sur la robe souillée. Il déchira ensuite la carte d'anniversaire en 2 et plaça les morceaux dans la valise, la refermant avec la fermeture éclair. Matt resta silencieux pendant le trajet en train jusqu'à l'aéroport. Casey bavarda avec enthousiasme de son excitation de rentrer et de profiter d'une soirée romantique pour célébrer ensemble.
Il savait qu'une telle nuit n'arriverait jamais. Casey arriva au briefing avec son passeport à la main. Elle reconnut instantanément le seul visage familier dans la pièce et s'assit à côté de Steve. 2 stewards supplémentaires avaient été affectés au vol, et Kaczmarski avait sollicité leur aide pour évaluer la nouvelle venue. Ils avaient également des strapontins à l'arrière de l'avion. Son siège était adjacent à celui de Casey. Avant même que l'avion ne commence à s'éloigner de la porte d'embarquement, il commença son habituelle offensive de charme sur la jeune épouse naïve. Assise près de la cloison, elle le remarqua qui se penchait ostensiblement vers elle, faisant remarquer le peu d'espace. Il posa une main sur sa cuisse. Puis il se pencha au-dessus d'elle, pointant quelque chose à l'extérieur par le petit hublot. Ce faisant, sa jupe d'uniforme commença à remonter. Lorsqu'il aperçut le bord en dentelle de ses bas, il réalisa qu'elle portait le cadeau qu'il lui avait offert, ce qui boosta considérablement sa confiance. Juste avant le décollage, il tendit la main et se rapprocha. Casey était sur le point de demander un peu de distance quand il lui proposa de dîner au Jules Verne, au sommet de la Tour Eiffel, pour célébrer sa première visite dans la ville lumière. Elle accepta avec un sourire, son hésitation initiale cédant la place à l'instant présent. La connexion entre eux semblait chargée, intime d'une manière qui les surprit tous les deux. Malheureusement, l'avion avait déjà décollé, les obligeant à retourner à leur poste. 3 heures après le début du vol, le ciel extérieur était enveloppé d'une obscurité totale. La plupart des lumières de la cabine avaient été atténuées. Sans avertissement, l'avion rencontra une zone de turbulence. La voix du commandant de bord retentit dans l'interphone. « Hôtesse et steward, veuillez regagner vos sièges. » Le signal de ceinture de sécurité s'alluma. À ce moment-là, Steve lui proposa de le rejoindre dans l'un des lavabos. Elle n'hésita pas. Sous son uniforme, elle portait d'élégantes dentelles, méticuleusement choisies, peut-être pour des raisons qui allaient au-delà du simple confort. Son uniforme était soigneusement plié et disposé sur la table allongée. Dans cet espace confiné, Steve la pressa doucement contre le mur. Leur baiser fut profond, fervent, chargé d'une tension inexprimée. Casey répondit avec une égale ferveur, emporté par le torrent d'adrénaline et d'émotion. Ce qui s'ensuivit fut rapide, impulsif, motivé par des mois de pression croissante. Ce fut un moment de capitulation audacieuse, non planifiée, mais lourde de conséquences. Au moment où elle put articuler ses pensées, il était déjà trop tard. Il ajusta silencieusement sa tenue tandis qu'elle rassemblait rapidement ses affaires. En sortant, il glissa un petit morceau de dentelle dans sa poche, le revendiquant comme un prix audacieux et tacite. Après avoir remis son uniforme en ordre, il entrebâilla la porte brièvement, juste assez longtemps pour que ses 2 complices puissent apercevoir clairement Casey, toujours resplendissante en dentelle. Son visage devint écarlate et elle referma la porte en un claquement sec. En se remettant à l'uniforme, elle repensa à ses actions récentes. Elle ressentit un pincement de regret, car elle n'avait pas éprouvé beaucoup de plaisir, l'imputant à l'espace confiné. « J'ai tellement hâte d'avoir Steve dans un vrai lit », pensa-t-elle. L'idée de culpabilité ne lui traversa même pas l'esprit. Matt constata via l'application que son vol avait décollé. Sachant que son téléphone serait éteint, il composa son numéro et laissa 2 messages. Catherine Claire. C'était la première fois qu'il utilisait son nom complet depuis leur mariage. Ton cadeau d'anniversaire est caché dans ta valise. Le personnel de bord débarquait. Alors que Casey allumait son téléphone, un rire s'échappa de ses lèvres. Un message de mon mari. Un frisson lui parcourut l'échine en l'entendant utiliser son nom complet. Cependant, au fur et à mesure que le reste du message se dévoilait, une angoisse sourde commença à l'envahir. Elle bascula en arrière, lâchant sa valise, et tomba à genoux. Un cercle de spectateurs commença à se former autour d'elle. D'une main tremblante, elle ouvrit le sac. En l'ouvrant et en apercevant la boîte de contraception non ouverte, elle s'écria « Non » avant de s'effondrer sur le sol. Son chef de cabine se précipita vers elle. Kaczmarski le devança. Il craignait déjà de ne pas avoir une autre occasion d'être avec elle ce soir-là. En le voyant, quelque chose se brisa en Casey. Elle se mit à asséner des coups de poing dans sa direction. Il fallut l'intervention de 3 membres d'équipage et de quelques manutentionnaires pour la maîtriser. Le chef de cabine ordonna à Kaczmarski de se rendre immédiatement au bureau du superviseur d'équipage. « Si vous avez commis ce que je soupçonne sur ce vol, dit-il d'un ton glacial, même votre représentant syndical ne sauvera pas votre emploi. » Essayant d'appeler son mari,
le téléphone de Casey tomba directement sur la messagerie vocale. Ravagée par l'hystérie, elle fondit en larmes, suppliant qu'on lui permette de retourner à Chicago pour sauver son mariage. L'un des membres d'équipage, ce même vétéran aux cheveux argentés qui avait tenté de la mettre en garde plus tôt, déclara d'une voix forte pour que tout le monde l'entende, « Je vous avais dit que votre mari finirait par le découvrir. » Ils finissent toujours par le faire. Casey émit un cri semblable à la complainte d'une banshee. Le chef de cabine l'aida à s'asseoir. « Vous n'êtes pas la première jeune épouse naïve que cet escroc a piégée, mais j'ai bien l'intention de faire en sorte que vous soyez la dernière, » lui assura-t-il. Ses mains tremblaient alors qu'elle relisait le deuxième message. « Au moment où tu entendras ceci, je serai parti. J'ai toujours dit que rien ne me mettait plus en colère qu'un tricheur. Tu nous as trompés et trahis tous les deux. Je pars parce que je crains ce que je pourrais faire si je devais te revoir un jour. J'espère ne plus jamais te revoir. » Elle s'évanouit. 4 heures plus tard, Casey avait fini de déposer sa plainte pour harcèlement sexuel contre Kaczmarski. Un représentant syndical l'assura qu'il lui trouverait une place sur le prochain vol disponible pour les États-Unis, mais malheureusement, ce ne serait pas avant 12 heures. En attendant, elle ne pouvait que l'appeler sans cesse. Recroquevillée sur le sol de sa chambre d'hôtel, elle reconstitua méticuleusement les restes déchirés de sa carte d'anniversaire. Elle sanglota à chaudes larmes en revivant les mots que son mari avait écrits à l'intérieur. « Casey, tu es ma meilleure amie, mon amour et ma femme. Tu me complètes. Je compte chaque seconde jusqu'à ce que tu sois de nouveau dans mes bras. Joyeux anniversaire, ma chérie. » Une année ensemble semble infinie. Elle endura une nuit blanche, blottie sur le sol de sa chambre d'hôtel, s'en voulant pour sa folie. Le lendemain, elle réussit à prendre un vol pour Washington, D.C. Sa compagnie aérienne habituelle proposait des vols toutes les heures entre D.C. et Chicago, ce qui lui permit d'assurer sa correspondance pour la dernière étape de son voyage vers chez elle. Silencieuse pendant tout le trajet, il lui sembla que tout le monde la reconnaissait, ou du moins, savait ce qu'elle avait fait, et la traitait en paria. Un nombre important d'hôtesses de l'air avaient une opinion négative d'un joueur, seulement après qu'il ait été appréhendé et avait blâmé le jeu. Casey consacra tout le vol à réfléchir à la façon d'articuler ses actions. Dès qu'elle atterrit à Washington, elle commença à composer le numéro de portable de Matt. Mais il n'y avait toujours pas de réponse. Elle lutta pour garder son calme en laissant un message méticuleusement préparé. « Matt, mon amour, j'ai vraiment fait une terrible erreur. Je suis profondément désolé. S'il te plaît. Je sais que je ne mérite pas ça, mais s'il te plaît. » Sa voix flancha et elle commença à pleurer à chaudes larmes. 45 minutes plus tard, elle se retrouva coincée sur un siège du milieu, se propulsant tête baissée vers son destin. Casey envoya une douzaine d'autres messages pendant le trajet en taxi jusqu'à leur appartement. Sa main trembla lorsqu'elle glissa la clé dans la serrure. Elle prononça doucement le nom de son mari, son regard balayant le salon. Elle craignait qu'il n'ait emporté la moitié de leur possession, mais tout semblait exactement comme elle l'avait laissé. Elle traversa la salle à manger et la cuisine, rien n'avait changé. La chambre principale semblait intacte, mais la porte du placard était fermée. Elle prit son courage à 2 mains et l'ouvrit. Il ne restait qu'une rangée de cintres vides. Chancelant en sortant du placard, elle s'effondra sur le lit. Une terreur brûlante et incandescente lui transperça l'estomac. Puis, cela empira. Elle remarqua l'alliance de Matt sur son téléphone portable sur la commode. La pièce se mit à tourner. Elle serra l'alliance dans sa main, se condamnant pour avoir détruit leur mariage. Il était presque 1 heure du matin lorsqu'elle réussit à se traîner jusqu'à la salle de bain. Elle fit couler la douche aussi chaude qu'elle pouvait la supporter, essayant de nettoyer la honte. Cependant, aucune quantité de savon ne pouvait effacer la souillure de son âme. Casey réalisa qu'elle ne pouvait pas rester dans l'appartement maintenant vide. Elle avait besoin de sa mère. Ainsi, elle s'aventura dans la nuit, priant pour que sa mère lui offre une solution. Casey se sentit légèrement mieux en apercevant la lumière de la laiterie. Elle se remémora les innombrables matins passés là avec son père à traire le troupeau et souhaita ardemment pouvoir remonter le temps avant sa transgression. Les pneus de la voiture crissaient sur le gravier. Elle avait l'intention de faire le reste du chemin à pied jusqu'à la maison, mais quelque chose ne tournait pas rond dans la grange. « Oncle Hank » appela-t-elle. « Que fais-tu ici ?» Le frère de sa mère continua son travail en répondant « Matt est passé hier pour expliquer à tes parents pourquoi il partait. Tu sais que ta mère a toujours eu un cœur fragile. » Casey commença à chanter doucement « Non, non,
non. S'il te plaît, dis-moi qu'elle est vivante. Elle est vivante, mais ce n'est pas grâce à toi, dit Hank sans ménagement. Elle a fait un accident vasculaire cérébral massif. Ton père a appelé de l'hôpital et m'a demandé de surveiller la ferme. C'est ce que fait la famille. Quel hôpital? Si j'étais toi, je n'essaierais pas de lui rendre visite. Tu es la dernière personne que ton père veut voir en ce moment. Est-ce que Matt est encore là? Non. Il est parti hier soir après qu'ils aient stabilisé ta mère. Je n'ai jamais vu un homme avoir l'air plus brisé. Casey contacta l'assistance du personnel de la compagnie et démissionna de la compagnie aérienne pour travailler à la ferme familiale. Sa mère survécut, mais resta partiellement paralysée. L'adultère devint son aidant à temps plein, une forme d'expiation. Plus de 5 ans s'écoulèrent. Casey était une infirmière dévouée, ne se plaignant jamais, même lorsqu'elle changeait les couches pour adultes de sa mère. Quand elle ne s'occupait pas de sa mère, elle aidait aux corvées de la ferme. Elle ne se comporta jamais en martyr, pas même le jour où le shérif lui remit les papiers de divorce. Elle accepta son destin avec une grâce tranquille. Un bel après-midi d'automne, l'ange de la mort visita la ferme Morrison. Sa mère s'éteignit paisiblement, entourée de son mari et de sa fille. Les dernières paroles qu'elle adressa à Casey furent « Je t'aime. Maintenant, vas-y, vis ta vie ». La veillée funèbre se tenait dans le salon de la vieille ferme, comme on le faisait il y a un siècle. Les gens avaient apporté à manger. On se remémorait des histoires et de vieilles amitiés se ravivaient. Pourtant, c'était une ferme en activité, et les animaux se souciaient peu du chagrin. Casey s'occupait d'un veau malade quand elle remarqua un jeune garçon qui entrait dans la grange. « Bonjour, les vaches. » Le petit garçon de 3 ans salua les créatures massives. Casey resta immobile, le regard fixé sur cette invitée surprise. Elle reconnut ses traits grâce à une photo en noir et blanc que son ancienne belle-mère avait autrefois exposée au-dessus du piano. Non, cette photographie datait d'il y a presque 30 ans. Son pouls s'accéléra. Il devait être le fils de son ex-mari. Elle s'effondra au sol, pleurant à chaudes larmes. L'enfant s'agenouilla à côté d'elle dans le foin. « Ça va, madame ?» demanda-t-il. Casey frissonna en scrutant son visage. Tonton Hank avait dû lui parler d'elle. Le garçon tendit la main et se présenta, « Je m'appelle Matt, mais maman m'appelle Junior. » À cet instant, toute aspiration, tout rêve auquel Casey s'était accroché au plus profond de son cœur, s'évanouirent.